Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. On va commencer cette analyse avec un détour par la Chine qui était relativement à l'honneur cette semaine en termes de publication de chiffres économiques. On a eu des surprises pour une fois moins mauvaises qu'attendues. On ne peut pas encore dire que ce soit de très très bonnes surprises, mais les chiffres qui depuis maintenant à peu près 4-5 semaines nous parviennent de Chine sont un petit peu meilleurs que ce que le consensus attend et parfois un peu meilleurs aussi que le chiffre précédent. Cette semaine, c'était autour des chiffres des nouveaux prêts bancaires donc à accorder, le total des nouveaux prêts bancaires accordés qui s'est accru par rapport au mois précédent. Donc ça c'est une première bonne nouvelle et c'était un peu au-delà du consensus. On a également eu des chiffres sur la production industrielle qui ont été publiés en cette fin de semaine, production industrielle et vente au détail également, qui ont rebondi par rapport au mois précédent et qui ont été supérieurs au consensus. Et puis on a également eu cette semaine une décision de la Banque centrale chinoise d'abaisser ce qu'on appelle le ratio triple R, c'est-à-dire c'est un ratio de réserve obligatoire pour les banques, et donc en abaissant de 25 points de base ce ratio de réserve obligatoire, eh bien ça permet aux banques de libérer de la liquidité, de libérer des capacités de prêt notamment, et ça dans le contexte que l'on connaît, c'est plutôt une mesure de soutien évidemment, il faut l'avoir du bon côté plutôt que du mauvais côté. Il y a toutefois eu une donnée qui a été moins bonne qu'attendue, elle concerne l'investissement dans le secteur de la construction notamment, où là par contre on a un chiffre qui est moins bon que le mois précédent et moins bon que le consensus, donc toujours quand même cet œil un petit peu de l'immobilier qui plane, et ce spectre de l'immobilier qui plane toujours en Chine, mais on note quand même cette petite amélioration des statistiques très très modeste. On ne peut pas dire qu'on ait vraiment un sentiment hyper positif sur la Chine désormais, mais on a quand même l'impression que peut-être on commence à former une espèce de support comme ça sur l'économie, et que de ce support, dans les mois qui viennent, les statistiques pourraient commencer à s'améliorer de manière un peu plus forte, un peu plus en tout cas de manière plus visuelle, où pour l'instant on essaie plutôt encore de trouver un point d'équilibre, et c'est à peu près ce qu'on a aussi sur les indices chinois. Si on regarde les gros indices type Hang Seng par exemple, on voit qu'on essaie de tenir les supports récents, mais que c'est encore une phase de test pour l'instant et on n'est pas encore certain d'y arriver. Donc ça a quand même permis aux marchés, notamment européens évidemment, qui sont tournés vers la Chine par le moteur export, par leur vente, eh bien de rebondir aujourd'hui, après la Banque Centrale Européenne hier, dont on va parler dans quelques instants. Donc on a quand même aussi un feeling un peu plus positif qui arrive sur l'Europe par rapport aux données chinoises. On voit que ça rebondit en Allemagne, les valeurs industrielles notamment, en Europe aussi, avec le luxe. Donc ça, c'est quand même un signe plutôt intéressant. Et on voit aussi que du côté des États-Unis, des stats notamment sur la partie manufacturière, un indice notamment de la fête de New York qui a été publié aujourd'hui, donc un vendredi, où on voit que la situation s'améliore un petit peu. Donc on a l'impression qu'au niveau de la dynamique manufacturière mondiale, notamment en Chine et du côté des États-Unis, et peut-être on le verra la semaine prochaine du côté de l'Europe avec les PMI, on verra si on commence effectivement à avoir ce sentiment que la partie production et la partie manufacturière donc a touché son point bas, parce qu'on rappelle, elle était entrée en zone de contraction il y a déjà plusieurs mois de cela, aussi bien en Chine qu'en Europe et qu'aux États-Unis, et donc on pourrait peut-être commencer à voir les premiers signes de cette stabilisation sur le segment manufacturier. Donc ça, c'est pour la première partie des nouvelles qui concernent la Chine. L'autre sujet de la semaine, ça a été ce rebond du pétrole, le pétrole qui poursuit son rebond. On a dépassé les $90 désormais, Brent et WTI, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis octobre-novembre de l'année dernière, au moment où les banques centrales sont justement en train, et on va en parler pour la BCE d'ici quelques instants, au moment où les banques centrales sont en train de juger de la pertinence d'aller plus loin sur de nouvelles hausses de taux. On a vu que la Banque centrale européenne a mis une nouvelle hausse de taux, mais a quand même laissé la porte ouverte au fait que ça puisse être la dernière. Mais c'est vrai que le pétrole qui rebondit cette semaine, ça a maintenu les taux aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, assez proches de leur plus haut récent, et donc pas forcément qu'on craigne de la part des banques centrales une réaction épidermique par rapport à ça, parce que le job des banques centrales, c'est justement de lire à travers certaines données volatiles dont l'alimentation et l'énergie font partie, pour se focaliser plus spécifiquement sur la partie cœur de l'inflation, c'est-à-dire l'inflation hors alimentation et hors énergie. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'aux États-Unis, cette inflation cœur, elle s'est améliorée cette semaine. Ça fait partie des éléments positifs de cette semaine, où l'inflation cœur, on l'a vu basculer de 4,7% le mois précédent à 4,3%. Donc ça, c'est un signe intéressant, avec une désinflation qui commence assez progressivement, mais qui commence quand même déjà depuis quelques mois dans le secteur du logement, la partie logement qui était un des poids lourds de cette pression de l'inflation cœur. Donc on a des signaux intéressants de ce côté-là. On voit aussi que tout ce qui est prix des soins médicaux, ça, c'est en train il y a une déflation de ce côté-là également.
Mais la petite épine dans le pied qu'on a eu sur la dernière publication cette semaine, on a vu donc ce chiffre rebondir sur l'inflation, notamment aux États-Unis, parce qu'on voit que l'énergie, notamment, a joué un petit rôle sur les variations mensuelles, et en annuel également, on remarque que la contribution toujours négative de l'énergie à l'inflation américaine, l'inflation globale qui est ressortie en hausse à 3,7% contre 3,2% le mois précédent, eh bien c'est parce que l'énergie a moins contribué négativement. C'est pas le fait que l'inflation des services est réaccélérée, ça c'est pas le cas. On a toujours une désinflation qui se poursuit dans le secteur des services, mais c'est un des effets du moindre ralentissement, de la moindre contribution, notamment négative, de l'énergie à l'inflation en données annuelles. Et donc ça effectivement, c'est ce qui pourrait faire en sorte que les banques centrales reste vigilante, mais pour autant, je ne pense pas qu'il faille craindre un mouvement de rebond pérenne de l'inflation lié à ces données sur l'énergie, parce que quand on regarde également, évidemment, l'énergie contribue à l'inflation, mais c'est quand même un cavalier seul du pétrole. Quand vous regardez l'ensemble des matières premières, les métaux industriels, les matières premières agricoles, il y a eu un petit rebond quand même depuis quelques semaines, mais de bien moindre ampleur que ce que l'on observe sur le pétrole. Donc il y a quand même une thématique pétrole qui est assez spécifique. Est-ce qu'il y a de la spéculation? C'est possible. Quand vous avez comme ça un paramètre dans secteur de matières premières qui bouge beaucoup plus que les autres, on peut quand même soupçonner peut-être un petit peu de spéculation au-delà des faits quand même bien réels. Le prolongement des coupes de production de l'Arabie Saoudite et de la Russie, c'est ça qui a quand même dans leur déclaration il y a quelques jours de cela, qui a enclenché l'accélération de cette phase de hausse. Et évidemment que les données de la Chine également qui pourraient commencer à se stabiliser un petit peu peuvent aussi donner un sentiment plus positif sur le pétrole. Mais globalement, on ne peut pas considérer que la dynamique européenne actuelle soit favorable à une envolée des prix du pétrole. On ne peut pas considérer que la position actuelle de la Chine, même si son activité pourrait se stabiliser un petit peu dans la partie manufacturière notamment, il y a quand même un ralentissement, on le rappelle, dans la partie des services, même si c'est toujours une expansion après la période de confinement. On voit quand même que depuis quelques mois, l'activité dans les services ralentit quand même en Chine. Et aux États-Unis, c'est là qu'effectivement la résilience de l'économie est vraiment la plus forte. Et on a encore eu des exemples cette semaine. Mais on a quand même des indicateurs, des faisceaux d'indications qui laissent penser que la fin d'année va se passer plutôt de manière ralentissante pour l'économie américaine que réaccélérante. Donc la question de la poursuite de la hausse du pétrole vers les $100, peut-être de manière spéculative sur un phénomène d'accélération spontanée comme ça de quelques jours, avec un peu ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire une espèce de spéculation comme ça qui s'empare du mouvement parce qu'on voit que ça monte et certains spéculateurs veulent y participer. Mais par rapport aux fondamentaux, par rapport à la dynamique économique mondiale, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir le même type d'accélération que celle que nous avions eue en 2021 et 2022. Et j'en fais une petite anecdote à ce propos. Si on regarde l'année 2021, qui est une année de très forte reprise au niveau mondial, cette année justement de consommation énorme, revancharde de post-Covid, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, uniquement sur les données de reprise de la demande mondiale et des dynamiques qui étaient extrêmement fortes de consommation, on a un baril qui était remonté aux alentours de $84, vous voyez, alors que l'économie européenne, américaine aussi, et chinoise était sur des niveaux de croissance supérieurs à ce qu'on a actuellement. Donc là, vous voyez qu'avec des schémas qui ralentissent en Europe de croissance économique, en Chine toujours assez moyennement orienté et seulement bien résilient aux États-Unis, on est déjà à des niveaux de 93 $ le baril. Donc il y a quand même un phénomène qui semble assez spéculatif malgré tout là derrière. Et donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est plutôt sur une phase de hausse du pétrole qui va ensuite, d'ici quelques semaines peut-être, retomber dans une zone plutôt de $80, plutôt qu'accélérer à 100 et 110 et y rester. Peut-être qu'il y aura un spike, un pic, un truc un peu accélérant dans la zone des 100, mais le sentiment, c'est que là, les fondamentaux plaident plutôt pour un retour dans la zone des 80, un peu au-dessus, un peu en dessous, mais pas beaucoup plus. Donc ça, c'est un élément qu'on va surveiller dans les semaines qui viennent, et c'est aussi pour ça que je pense que les taux ne devraient pas accélérer beaucoup plus, les taux souverains notamment. La partie course de la courbe de taux aux États-Unis, je pense qu'elle est toujours dans cette zone plafonnante des 5% et qu'on aura du mal à accélérer bien au-delà. Alors après qu'on puisse y rester quelques temps encore, ça effectivement c'est possible avec la Fed la semaine prochaine, avec ces données américaines qui restent résilientes, et je vais en parler rapidement. Il est possible que les taux se maintiennent encore, les taux courts dans cette zone des 5% et quelques aux États-Unis, mais que ça accélère encore à 6 ou autre, il n'y a pas les fondamentaux pour ça aux États-Unis pour que ça se produise, et l'énergie seule, pour moi, n'a pas à elle seule la capacité de faire ça. Il y a beaucoup d'autres composantes pour l'inflation qui influencent les taux. On a parlé du logement, on a parlé de questions de santé, l'inflation dans les biens également, qui est presque en train de contribuer désormais négativement à l'inflation, parce que l'inflation sur les biens s'est complètement tassée, parce que c'était l'inflation qui est arrivée en premier avant celle des services, et donc qui repart aussi en premier avant celle des services. Donc oui, il n'y a pas les fondamentaux pour que l'inflation accélère de manière pérenne, et donc je ne crois pas trop non plus à cette accélération pérenne du pétrole.
On le disait, des statistiques américaines qui restent quand même très résilientes. Ça, c'est quand même l'enseignement de cette semaine. On a eu des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux alentours de 220 000. C'est toujours bas comme niveau, hein, mais pour autant, le tableau d'ensemble des dernières semaines montre quand même plutôt un ralentissement, hein, via les emplois vacants qui diminuent, via la hausse du nombre de licenciements, via des créations d'emplois dans l'agricole qui sont un peu moins nombreuses quand même qu'il y a quelques mois, une remontée du taux de chômage. Vous voyez, le tableau d'ensemble, quand même, quand on compile toutes les données sur l'emploi, certes, celle de cette semaine était quand même résiliente et montre peuvent laisser penser que le marché de l'emploi reste très tendu. Il est toujours tendu, mais les signaux qu'on accumule quand même depuis quelques semaines maintenant, même presque un mois ou deux, sont quand même plutôt des signaux qui vont quand même plutôt dans le sens de la détente. Et on voit que même, par exemple, des anecdotes dans certaines entreprises américaines sur les salaires en embauche, par exemple, qui ne progressent plus. Avant, il y avait un gap assez fort entre le salaire qu'on avait quand on quittait un job et celui qu'on retrouvait en changeant d'emploi. On voit que cette hausse très forte, c'est largement estompé. Donc, il y a moins d'intérêt aussi à ce stade, désormais pour les Américains, à changer d'emploi. Donc, on voit cette mobilité, cette moindre création d'emplois et moins d'emplois vacants. Ça ne favorise pas une accélération des salaires. Donc, par ce biais aussi des salaires, ça ne favorise pas une inflation qui repartirait. Le tout étant quand même d'arriver à 2%. Alors, le match n'est pas gagné, donc le but n'est pas de dire tout a été fait. Simplement, si on doit analyser le risque ou pas de réaccélération de l'inflation, à ce stade, il n'y a pas tellement de risque comme ça. C'est plutôt le risque qu'une inflation soit un peu tardive à revenir vers 2%, et donc justifiant que les banques centrales ne montent plus les taux, mais qu'elles les maintiennent sur une période assez longue, le fameux higher for longer, hein, des banques centrales. Mais le risque de réaccélération des taux paraît assez faible. Et c'est ce que j'ai perçu de la réunion de la Banque Centrale Européenne de cette conférence, hein, notamment cette petite phrase dans le communiqué qui indiquait que les taux ont atteint, vous voyez cette phrase au passé comme ça, que les taux ont atteint des niveaux suffisamment restrictifs qui, s'ils sont maintenus suffisamment longtemps, permettront à l'inflation de converger avec l'objectif de 2%. Donc c'est comme une phrase qui ressemble presque une phrase pour la postérité, quoi, hein, où on acte comme ça que les taux ont atteint des niveaux désormais suffisamment restrictif. Donc, encore une fois, on ne peut jamais garantir l'avenir à 100%, mais les déclarations de Christine Lagarde, ensuite, ce matin, vendredi, donc on a eu d'autres déclarations de membres de la Fed qui allaient aussi dans ce sens-là. Certains disaient même qu'ils pensaient que c'était très probable qu'on ait vu la dernière hausse de taux hier. Vous voyez, donc on a quand même l'impression que la BCE est sur un pic en termes de taux, et donc la probabilité que la Fed, vu qu'elle a déjà déclenché ces hausses de taux avant la BCE, y soit déjà, avec une inflation en plus aux États-Unis qui est moins forte, il y a quand même une très très forte probabilité que aussi du côté des États-Unis, on ait assisté à la dernière hausse de taux. Mais par contre, la semaine prochaine, la réunion de la Fed pourrait quand même être toujours sur un ton assez hawkish, justement, hein, assez faucon, parce que ce pétrole qui repart, même si je ne crois pas aux conséquences durables de ce mouvement, la Fed ne peut pas non plus, dans ses communiqués, l'ignorer complètement. Ça reste quand même un risque qu'il faut quand même intégrer, donc ça peut justifier qu'on garde une tonalité, même si on est confiant potentiellement sur le fait qu'on ait atteint le plafond sur les taux, le taux terminal, on peut garder quand même une communication assez agressive pour que justement les taux se maintiennent et que le marché n'ait pas le sentiment que ça y est, le job est fait, qu'on peut commencer à détendre, ça peut commencer à se détendre au niveau du marché obligataire. Il y a encore une inflation qui n'est pas encore suffisamment faible aux États-Unis pour qu'on assiste vraiment à une détente massive majeure des taux, mais je pense quand même qu'on est sur une phase plafonnante, on va un peu planer avant d'atterrir sur les taux. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette semaine. Une dernière donnée qui nous est parvenue là vendredi après-midi. Là, j'enregistre le podcast, il est 18h40 à peu près. On a eu des données sur la confiance des consommateurs aux États-Unis qui étaient moins bonnes que le mois précédent. Ça, c'est à noter, donc attention quand même à la consommation. Et aussi, une donnée qui est importante pour la Fed en vue de la réunion la semaine prochaine, c'est que les anticipations d'inflation à 12 mois des consommateurs américains, telles que mesurées par l'Université du Michigan, sont retombées à 3,10%. C'est le niveau le plus faible qu'on a observé depuis la fin du premier trimestre 2021. On sait que la Fed regarde ces données, ce sont les fameuses anticipations d'inflation que la Fed regarde. Elle regarde les anticipations d'inflation du marché, les swaps d'inflation, mais elle regarde aussi le sentiment des consommateurs et leurs anticipations d'inflation. Donc ça, c'est aussi un signal plutôt intéressant qui va dans le sens d'une Fed qui n'accentuera pas la pression sur les taux normalement à la prochaine réunion. Ce qui nous attend pour la semaine prochaine, en quelques secondes, lundi, on aura le montant des investissements directs étrangers en Chine, important pour voir la perception qu'ont les investisseurs étrangers de la Chine et de leur appétit à investir toujours dans ce pays. Mardi, sachant que ce sont des chiffres qui sont très très nettement dégradés ces derniers trimestres, avec évidemment les successions de problèmes de la Chine depuis 2020, les investissements étrangers en Chine, les investisseurs ont largement réduit la voilure depuis déjà pas mal de temps maintenant, et donc on verra si ça se stabilise un petit peu. Mardi,
On aura les chiffres d'inflation finale, les chiffres finaux donc d'inflation pour la zone euro. On aura le compte-rendu de la décision de la Banque d'Australie sur sa politique monétaire. On aura les permis de construire aux États-Unis et les mises en chantier. Donc important ces données sur l'immobilier toujours aux États-Unis. Mercredi, ce sera la plus grosse journée à n'en pas douter la semaine prochaine avec l'inflation au Royaume-Uni, mais surtout la réunion très attendu de la Fed mercredi soir. Donc on se fera ça avec attention, non seulement les taux, le communiqué qui va accompagner, tout ceci va être scruté et on fera évidemment, je suivrai tout ceci avec vous en direct sur Twitter. On fera un live tweet mercredi soir par rapport à cette décision de la Fed. Jeudi, décision de la Banque centrale suisse sur sa politique monétaire et de la Banque d'Angleterre. Et on terminera la semaine vendredi, là aussi avec une banque centrale, ce sera la Banque du Japon qui nous donnera ses orientations de politique monétaire. Et on aura aussi le grand retour des PMI, toute la salve des PMI manufacturiers et services, les PMI flash en plus, ça ce sont les premiers chiffres, les premiers PMI, il y a toujours deux PMI, première version et version révisée ensuite, là ce sera la première version, la version flash, pour l'Europe, PMI services, PMI manufacturiers, et pour les États-Unis également, PMI services et PMI manufacturiers. Excellent week-end à tous, et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.